Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans ce nouveau dossier de l'espace. Tout au long du XXe siècle, la cosmologie est parvenue à reconstruire l'histoire de l'univers dans ses grandes lignes, en partant d'un état extrêmement dense et chaud, le Big Bang, jusqu'à atteindre l'organisation de la matière qu'on observe aujourd'hui. Planètes, étoiles, galaxies, amas, filaments et vide cosmique sont le résultat de 13,8 milliards d'années d'évolution. Dans cette histoire, il y a encore des questions qui se posent, surtout concernant le premier milliard d'années de l'univers. Comment expliquer la période de l'inflation cosmique ? Qu'est-ce qui a provoqué la réionisation des atomes ? Quand et comment sont apparues les premières galaxies et étoiles ? Il s'agit d'un long travail d'enquête qui mobilise à la fois l'observation et la théorie. L'année prochaine, le télescope spatial James Webb décollera à bord d'une Ariane 5 pour mener une mission très attendue par la communauté des astronomes. Il devrait s'intéresser à la formation des galaxies, des systèmes planétaires, aider à caractériser des exoplanètes, participer à l'étude de la matière noire et de l'énergie noire, et toucher à peu près tous les champs de l'astronomie observationnelle. Une de ses missions principales concerne les premières étoiles de l'univers. James Webb va jouer les archéologues pour essayer de comprendre comment l'univers est passé de l'ombre à la lumière. Les tout premiers instants de l'univers ont été marqués par une période d'expansion incroyable qu'on appelle l'inflation cosmique. Pendant cette infime fraction de seconde, l'univers aurait grandi à vitesse fulgurante jusqu'à atteindre la moitié de la taille qu'il occupe aujourd'hui. Les tout premiers instants de l'univers marquent aussi l'émergence des 4 forces fondamentales: la gravité, l'électromagnétisme et les interactions nucléaires fortes et faibles. Au cours des secondes et des minutes qui suivent, la matière fait son entrée en piste. Il faut cependant attendre des centaines de milliers d'années avant que les premières molécules puis les premiers atomes neutres puissent se former librement. L'univers devient alors transparent et très lumineux. Cette première lueur, qu'on appelle aujourd'hui le fond diffus cosmologique, finit par se décaler vers le rouge jusqu'à devenir invisible. L'univers entre alors dans une phase où il est complètement sombre. C'est dans ce contexte que les toutes premières étoiles sont apparues. 100 millions d'années après le Big Bang, l'univers est peuplé de nuages d'hydrogène et d'hélium. Et peu à peu, avec un petit coup de main de la part de la matière noire, la gravité fait son œuvre. En effondrant ces masses gazeuses, elle permet aux premières étoiles de se former. Cette première génération, généralement désignée sous le nom de population 3, reste encore bien mystérieuse. Quelle était la composition de ces étoiles ? Leur masse, leur luminosité ? Comment s'est déroulée leur fin de vie ? Est-il possible que certaines d'entre elles soient encore actives aujourd'hui ? En l'absence d'observation directe, il est difficile de répondre à ces questions. On peut toutefois tenter d'appréhender l'existence de ces toutes premières chandelles, en s'appuyant sur les conditions initiales du cosmos et notre connaissance des étoiles plus récentes. Les étoiles sont des machines à produire les différents éléments de la matière. Elles fusionnent en leur cœur les éléments légers pour donner naissance à des éléments plus lourds. L'oxygène, le carbone ou le fer sont exclusivement produits au centre des étoiles, puis dispersés dans le cosmos lorsque ces dernières explosent en supernova. L'essentiel de la matière qui nous entoure, comme le silicium qui fait tourner l'écran qui vous sert à regarder cette vidéo, a donc été produit par ce mécanisme de fusion stellaire. C'est d'ailleurs un bon moyen d'estimer l'âge des étoiles en général. Il suffit de regarder la proportion d'éléments lourds qu'elles contiennent. C'est ce qu'on appelle en astronomie leur métallicité. Le Soleil, par exemple, est composé de 71% d'hydrogène, de 27% d'hélium et de 2% d'éléments lourds. Ces éléments lourds, il les a hérités des générations précédentes d'étoiles.
La toute première génération d'étoiles n'a elle pas pu s'appuyer sur le travail de fusion d'étoiles précédentes. Elle devait donc être exclusivement constituée d'hydrogène et d'hélium, avec peut-être quelques traces de lithium, qui se serait lui formé spontanément après le Big Bang. Autrement dit, ces étoiles auraient affiché une métallicité nulle. C'est une caractéristique qui n'a jamais pu être observée sur une étoile individuelle. Si des étoiles de population 3 ont survécu jusqu'à aujourd'hui, elles ne doivent donc pas être très nombreuses. Mais il est de toute manière probable que ces étoiles aient eu une vie très courte. En essayant de simuler des étoiles à métallicité nulle, les astronomes se sont rendus compte qu'elles pouvaient atteindre des tailles énormes. Pour des étoiles contemporaines composées à quelques pourcents d'éléments lourds, 100 ou peut-être 150 masses solaires semble être la limite absolue. Ces étoiles se forment dans des nuages moléculaires qui comportent une certaine quantité de métaux, des éléments plus lourds que l'hélium. Ces métaux améliorent considérablement la vitesse à laquelle le nuage peut se refroidir. Or, un nuage plus froid va permettre à des masses critiques plus faibles de subir un effondrement gravitationnel, ce qui résulte en des étoiles moins massives. Quelques centaines de millions d'années après le Big Bang, en l'absence totale de métaux, les premières étoiles se sont formées à partir de nuages moléculaires plus chauds. Elles ont donc eu plus de temps pour agréger de la matière. Probablement suffisamment pour former des astres de plusieurs centaines de fois la masse du Soleil. Or, les étoiles massives ne vivent pas longtemps. Les plus petites naines rouges sont capables de rester stables pendant des milliers de milliards d'années. Les naines jaunes, plus massives, ont une durée de vie estimée à une dizaine de milliards d'années. C'est par exemple le cas du Soleil. Si on s'aventure du côté des supergéantes, l'espérance de vie fond comme peau de chagrin. Notre voisine, Bételgeuse, explosera seulement 10 millions d'années après sa formation. Si on suit cette logique, il est facile d'imaginer que ces premières générations d'étoiles, toutes géantes, a connu un destin très bref. À peine quelques millions d'années entre leur formation et leur explosion en supernova. Certains chercheurs pensent cependant que des étoiles plus petites ont pu naître dans le voisinage de ces géantes. Si certaines d'entre elles ont une masse inférieure à 0,8 fois celle du Soleil et ont été éjectées de leur système d'origine, elles pourraient même être encore actives aujourd'hui. On connaît un certain nombre d'étoiles à très faible métallicité. De masse J1808-2002-51043-78b, par exemple, est une naine rouge qui évolue à seulement 2000 années-lumière du Soleil. Elle détient le record de la plus faible concentration connue en éléments lourds. Elle est donc presque exclusivement constituée d'hydrogène et d'hélium. Cette particularité pointe vers une formation très tôt dans l'histoire de l'univers, quelques centaines de millions d'années après le Big Bang. Une toute petite étoile qui contredit l'idée que les débuts de l'univers n'auraient permis l'existence que de géantes. Cette étoile n'appartient cependant pas à la toute première génération. Sa métallicité est très faible mais non nulle. Elle s'est donc formée alors que d'autres étoiles avaient déjà ensemencé le cosmos d'éléments lourds. On peut donc légitimement se demander si un jour on sera capable d'observer une de ces étoiles de population 3. C'est un des objectifs que se donne James Webb. Le futur grand télescope spatial devrait être capable de voir très loin dans le temps et l'espace, et donc d'observer directement la période qui nous intéresse. Vu les distances en jeu, il y a peu de chances qu'il parvienne à identifier des étoiles individuelles. Il parviendra peut-être à observer les galaxies primordiales qui ont accueilli ces toutes premières étoiles. Certains astronomes comptent sur un coup de chance. Peut-être qu'une lentille gravitationnelle bien placée pourrait permettre l'espace d'un instant de capturer la lumière d'un de ces astres. Il pourrait aussi être possible d'assister à une supernova primordiale. Après tout, si ces étoiles ont été très massives, leur fin de vie a dû être très violente, et donc visible à grande distance. Il se pourrait même qu'elles aient donné lieu à un type de supernova jamais observé jusqu'ici.
Une étoile dépassant les 300 masses solaires devrait en effet exploser sans laisser aucune trace derrière elle, aucun trou noir ou aucune étoile à neutrons. Une manière efficace de disperser ces éléments lourds. A l'inverse, une étoile encore plus massive pourrait s'effondrer directement en trou noir, sans même passer par la phase de supernova. Si on reste incapable de détecter directement une étoile à métallicité nulle, on pourrait justement se rabattre sur la chasse de leurs cadavres. En fonction de leur masse, les étoiles de population 3 ont pu laisser derrière elles des étoiles à neutrons ou des trous noirs. Elles pourraient même être à l'origine des trous noirs intermédiaires, voire des trous noirs supermassifs, après de longs processus de fusion et d'accrétion. C'est pourquoi il est si important de comprendre quelle masse elles ont pu atteindre. Un autre mystère qui accompagne les premières étoiles de l'univers concerne leur rôle dans l'histoire de la matière. Dans les âges sombres qui ont suivi le Big Bang, l'essentiel du milieu intergalactique s'est stabilisé sous une forme électriquement neutre. Or, on sait que ce milieu s'est progressivement rayonisé entre 400 millions et 1 milliard d'années après le Big Bang. Il y a donc eu une source de rayonnement intense capable d'émettre dans l'ultraviolet pour ioniser de l'hydrogène neutre. Avec leur taille gigantesque, les premières étoiles ont certainement été des sources puissantes de rayons UV. Elles constituent donc un candidat idéal pour expliquer cette partie de l'histoire du cosmos, sans qu'il soit possible d'en avoir une preuve définitive. En l'absence d'observation directe, on ne sait au final pas grand-chose des premières étoiles de l'histoire de l'univers. On ne peut lire leur existence que dans la teneur en métal des générations suivantes. Il reste encore possible qu'on parvienne un jour à en observer directement une, soit par un coup de chance en regardant très loin dans le cosmos, soit parce qu'elles n'étaient au final pas toutes si gigantesques et que les représentantes les moins massives de la population 3 sont parvenues à survivre jusqu'à une époque contemporaine. Souhaitons en tout cas à James Webb tout plein de réussite dans cette quête. Et nous voici déjà au bout de ce dossier de l'espace. Comme d'habitude, je vous invite à faire part de vos remarques et de vos questions dans les commentaires. Nous répondrons à certaines d'entre elles dans la vidéo qui sortira ce dimanche à 18 h. Vous pouvez par ailleurs consulter la description de la vidéo pour retrouver nos sources, des liens vers les réseaux sociaux et nos podcasts. Nous, on se donne rendez-vous dimanche soir pour un espace commentaire, et d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.